Oui, la course, j'allais dire, pour les prochaines élections électorales, c'est dans quelques mois, quelques semaines en fait, plus dans quelques semaines, mais quelque part, c'est déjà commencé tout ça. Là, évidemment, ça va être la valse des sondages. Je ne sais pas si vous suivez ça avec appétit, mais François Fournier, il est avec nous. Il va nous parler du dernier sondage Palace Data Québec 125, l'actualité, où on nous explique là, qu'il n'y a aucun parti véritablement qui réussit à attirer plus que 30% de l'électorat. Apparemment, le PQ, la CAQ, sont pas mal toujours un petit peu, là, ils plafonnent en fait en ce moment. Et les libéraux, très difficile pour eux du côté de l'électorat francophone. C'est toujours un peu le défi. On a vu Charles Milliard, il y a eu quand même quelques petites controverses, l'affaire des 2 langues officielles. Donc, pas facile d'aller chercher l'appui côté francophone. Là, c'est assez famélique. François Fournier, bonjour. Bonjour Karima, bonjour Rémi. Déjà, il y a une différence entre à peine, là, un petit peu. Il y avait le synopsis il y a quelques jours qui mettait le PQ à 31, QS à 11, les libéraux à 25, la CAQ à 21. Et là, ben, c'est comme si le PQ avait perdu 2 points au profit du Parti conservateur. Est-ce que toi, c'est du pareil au même pour toi? C'est comme dans la marge d'erreur pour ou toi, on est dans ou la tu marge vois d'erreur? quelque chose, oui. Ouais, ben il y a des choses qui sont dans la marge d'erreur, évidemment. Là, lorsqu'un parti bouge de 1 ou 2 on peut toujours se questionner. Ce qui est intéressant, c'est les tendances plus de long terme. Là. Je vais essayer de ne pas redire ce que tout le monde va dire sur le sondage là, pour pas qu'on tourne en rond aujourd'hui. Là, mais Ben, t'es le premier à en parler, je te rassure. Non, c'est ça, mais je vois que c'est quand même beaucoup commenté dans l'actualité. Donc, je vais essayer d'amener des points qui, moi, m'ont frappé. Premièrement, le Québec est divisé. Okay? Je ne sais pas si j'apprends quelque chose à quelqu'un là-dedans, là, mais le sondage, il est quand même extrêmement révélateur. On a ce qu'on appelle le reste du Québec, donc essentiellement toutes les régions, hormis Québec et Montréal, où le PQ est quand même confortablement en tête. On a la région de Québec, où les conservateurs arrivent en tête, et on a la région de Montréal, où les libéraux arrivent en tête. Donc, premier constat, l'espèce d'union sacrée derrière la CAQ qu'on a eue en 2022, où ils étaient dominants dans tous les groupes d'âge, chez les 2 sexes, dans toutes les régions, hormis l'ouest de l'île de Montréal, c'est un scénario, à mon avis, qui est exclu pour les prochaines élections. Il n'y a aucun parti qui domine dans toutes les régions du Québec ou dans tous les groupes d'âge, comme on l'a vu en 2022. Donc là, on voit que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'électorat se cherche à quelque part. Ça veut dire que les gens n'ont pas fait probablement leur choix définitif sur qui sera la personne qui pourra, ou le parti qui pourra gouverner le Québec. Mais le point le plus intéressant de ce sondage-là, à mon avis, c'est le suivant. Il a été soulevé par Philippe J. Fournier sur son, qui est l'agrégateur de sondage qui anime Canada 338, Québec 125, et il l'a mis sur son compte X, c'est une des dernières publications qu'il a faites, on peut le suivre assez facilement. Il dit, dans les 2 derniers sondages, qu'est-ce qu'on peut observer dans le synopsis, le Palace, c'est que le PQ est passé dans la région de Québec de premier à 3e. Et la région de Québec, pour ceux qui analysent les sondages depuis longtemps, c'est toujours de là que partent les vagues politiques. La vague orange est partie de Québec, la vague de la CAQ est partie de Québec avec l'élection de Geneviève Guilbeault dans une partielle. Et le fait que le Parti québécois soit parti de 35-36% dans la région de Québec à les chiffres que j'ai aujourd'hui, c'est 21. 21% dans le Palace et 24% dans le synopsis. Ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'instant? On verra si ça fait tache d'huile. Mais si j'étais au PQ, là, ça veut dire que dans mon rétroviseur là, ou dans le tableau de bord, il y a une petite lumière, je dirais pas rouge, mais jaune, là, qui allume pour dire il y a quelque chose qui se passe à Québec. C'est toujours là que ça se passe. Québec a fait élire la CAQ, Québec a fait élire les libéraux à une certaine époque. Il y a eu la vague Adéquis qui est partie de là avec Sylvain Légaré dans Vanier. Si vous analysez l'historique de la politique québécoise, c'est toujours ça qui se passe. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est pas un élément important à considérer, le mouvement du PQ qui passe de premier à troisième. Ou le mystère Québec. C'est mythologique ou c'est rationnel? C'est-tu la Grande Allée? C'est-tu la rue Saint... Est-ce que tu as déjà été capable de trouver une façon de l'expliquer? Je pense que Québec, c'est peut-être... pourquoi c'est comme ça? Je pourrais pas dire, mais c'est un des endroits où le vote est le moins figé. C'est-à-dire, c'est un endroit où il y a des comtés au Québec où le vote est figé.
Si vous allez dans Darcy McGee, c'est libéral, ça va être Ouais, libéral, non, ça je sera sais probablement ce que tu dis, toujours, Mhm. ça sera toujours libéral. Si vous allez en Gaspésie, ben c'est péquiste, ça bouge pas beaucoup de cette option-là non plus. Même chose aux Îles-de-la-Madeleine. Donc il y a des comtés comme ça, mais il y a des comtés très volatiles, très volatiles. Des comtés, par exemple, où on élit un libéral, l'élection d'après, on peut élire un solidaire, puis on pourrait peut-être élire un péquiste. Donc, il y a des comtés comme ça au Québec. Pourquoi c'est comme ça? Bon, il faudrait s'intéresser à la culture locale de la place. Québec a presque toujours été comme ça, puis j'ai pas vraiment de réponse sur le pourquoi du comment. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. J'ai l'impression que les gens de Québec sont très prompts à manifester leur mécontentement. Donc, quand ils sont mécontents contre une formation, ils vont stationner leur vote en bon français chez l'opposition. Et là, ils se promènent comme ça. Mais c'est ce qui fait bouger les lignes au Québec souvent. Là. Ça part de la région de Québec. Mhm. Mais quand même, quand on regarde, François, le sondage, quand même au fil des mois, on observe que le Parti québécois trône quand même, j'allais dire, au sommet, là, parce que même s'il y a toujours ce qui entoure, par exemple, le référendum, moi, j'ai l'impression qu'on est Ouais. en campagne de peur perpétuelle contre le référendum, puis ça joue sur le psyché collectif, comme si on était des pas bons, comme si on n'est pas capable qu'on vote oui ou qu'on vote non, mais de prendre une responsabilité puis d'assumer. Moi, j'ai l'impression que ce fond-là intérieur québécois, et ça joue probablement sur les sondages aussi, sur cet aspect en lien avec le référendum. Et particulièrement à Québec, là, où ça n'a pas toujours bonne presse aussi. Là. Puis il y a aussi la question du fond un peu conservateur aussi dans certaines régions. Il y a ça. Est-ce que tu dirais que ça peut jouer sur ce psyché? Ben, l'élément qui tendrait à donner raison à ce que tu dis, c'est lorsqu'on regarde par groupe d'âge. Donc, on le sait, là, c'est pas quelque chose de surprenant ce que je vais dire, mais en général, plus le temps passe, plus on a d'aversion au risque. Le référendum, quoi qu'on en dise, c'est comme l'aventure. Si on part dans quelque chose de nouveau, il y a un risque associé à ça. Puis dans les référendums dans le passé, les gens plus jeunes avaient tendance à voter pour le oui, les gens plus âgés pour le non, là, si on fait des généralités. Puis ce qu'on regarde en ce moment dans le Palace, c'est que Mme Fréchette, en fait, elle score très bien. Son résultat est très bon chez le 65 ans et plus où elle est en tête. Et donc ça, c'est une masse de voteurs très important. Et ce sont des gens qui considèrent que c'est un devoir de citoyen aller voter. Parce que c'est facile de dominer chez les 18-34 ou le 35-54, mais c'est des gens qui vont moins voter. Le taux de participation est plus on va chez les jeunes, plus le taux de participation est faible. Donc, elle peut avoir seulement un ou deux segments de marché où elle a un excellent score et puis avoir des résultats électoraux qui peuvent être surprenants. Donc, moi, je suis pas du tout des gens qui disent que la CAQ est écartée du pouvoir pour l'instant. Là. Ça peut sembler une longue pente à remonter, là, mais il y a des indicateurs qui commencent à montrer quelque chose qui est de l'ordre d'une renaissance chez eux parce que ils fonctionnent bien à Québec pour l'instant et ils sont premiers chez les 65 ans et plus. Ouais. On arrange ça comme on veut, là. C'est deux secteurs très importants pour gagner une élection. Mais je ne sais pas, vous, c'est quoi votre rapport au sondage, mais moi, je suis toujours curieux de voir les grandes lignes. Puis là, je creuse, et là, je tombe sur des trucs que je ne comprends pas et qui, pour moi, ne s'expliquent pas. Et c'est là que je me dis, attendons l'élection. Regardez, là, tu parles des 65 ans et plus. La CAQ, effectivement, est à 32%. Chez les 65 ans et plus, c'est 2 points de plus que dans le dernier Palace. Mais chez les 18-34, la CAQ est troisième à 17 et vient de gagner 4 points. Là, tu te dis, mais je m'excuse, là, je ne porte pas de jugement, mais qu'est-ce que Christine Fréchette a fait? Qu'est-ce qu'elle a montré? Qu'est-ce qu'elle a démontré qui ait pu, comme ça, séduire les 18-34 ans? Là? Je veux dire, ce qui est intéressant pour les 65 ans et plus ne l'est pas forcément pour les 18-34, et même que j'oserais dire que des fois, c'est contraire. Là, c'est des forces contraires. Ben moi, j'ai quand même entendu, ça a quand même collé là, le message de dire « Ah, c'est important, c'est la deuxième femme à atteindre cette fonction-là. » Peut-être que des femmes plus jeunes, là, c'est difficile après de tout éventrer ça par sous-groupe, là, puis les femmes chez les 18-34, là, on n'a pas ces données-là, puis l'échantillonnage est beaucoup trop petit pour que ce soit représentatif. Mais l'hypothèse que je te soumettrais, c'est elle. Peut-être que chez une clientèle plus jeune, de jeunes femmes dans ce groupe-là, peut-être qu'ils trouvent ça rafraîchissant de voir qu'une femme a atteint ce poste-là.
Je le sais pas. Ça sera à vérifier, mais je l'ai quand même vu sur les réseaux sociaux. Là. Fait que peut-être que cette variation-là pourrait en partie s'expliquer par ça. François, tu nous parles aussi là, des postes de bibliothécaires dans les prisons fédérales qui sont maintenus parce que c'était un enjeu et là, ça a été tranché. Ben, c'est que le gouvernement Carney, un peu pas en cachette, mais c'est-à-dire qu'ils ont rencontré les différents ministères et Carney leur a demandé quelque chose qui est quand même un peu un classique là, lorsqu'on veut remettre de l'ordre dans les finances publiques. Il aurait dit, en gros, essayez de trouver 15% d'économies dans chacun des ministères, puis faites le tour de ce qui est non nécessaire. C'est quelque chose que, à mon avis, on ne devrait pas attendre d'être au bord de la faillite avant de faire. Là. Ça devrait être une opération quasi annuelle, de dire, est-ce qu'on peut faire l'examen de nos dépenses? Et là, au sein du ministère qui est responsable, le ministère de la Sécurité publique, autrement dit, là, qui est responsable de l'administration des prisons, on a dit, ouais, peut-être c'est pas nécessaire d'avoir un bibliothécaire dans une prison. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que c'est un exemple, je trouve, tellement patent qui démontre à quel point c'est difficile pour un gouvernement de faire le ménage dans les finances publiques. Parce qu'on aurait pu penser que qui va se lever pour faire un lever de bouclier contre la perte d'emploi d'une trentaine de bibliothécaires dans une prison. T'sais, on aurait pensé que la plupart des gens disent, ben oui, s'ils veulent avoir accès à des livres, qu'on mette des livres disponibles, puis à la limite, que ce soit un prisonnier lui-même, qu'on lui donne l'emploi, parce qu'on travaille en prison, de gérer les livres, puis de fournir les livres à ses compatriotes qu'on passe d'incarcération. Mais là, on nous dit, le texte du devoir là-dessus est complètement lunaire. Là, on nous dit que c'est un service aux citoyens qui est important, que c'est une étape centrale dans la réhabilitation des gens pour avoir leur seconde chance en société. Et puis, j'ai trouvé ça un petit peu lunaire parce que je me disais, mais si on n'est pas capable de couper des emplois de bibliothécaires dans des prisons, mais qu'est-ce que le gouvernement va pouvoir faire pour équilibrer ses finances? Je veux dire, on pourra rien faire. Là. Non, imaginez. En parlant de coupure, on va être obligé de te couper parce que c'est le temps nous presse, mais je te remercie beaucoup, François, d'avoir été avec nous. Bye bye, François.